Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Deux textes importants pour la réglementation en matière de crypto-monnaie sont en passe d'être validés au sein de l'Union européenne. Alors je dis sont en passe d'être validés, rien n'est encore fait, mais ces deux textes, donc MiCA et TFR, qui ont alimenté beaucoup de discussions depuis plusieurs mois maintenant, qui ont abouti à un accord de principe entre le Parlement européen et la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est intervenu avant la fin de la présidence française. Des textes qui restent encore à affiner, mais qui donnent une tendance globale ou une idée de ce à quoi pourrait ressembler la réglementation européenne en matière de crypto-monnaie ou crypto-actifs, et surtout en ce qui concerne les plateformes qui proposeraient des solutions d'investissement en crypto-monnaie ou crypto-actifs. Nous revenons sur ces textes et surtout sur la façon dont les plateformes peuvent déjà commencer à s'adapter. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Rids Ramilo-Harrison. Bonjour Rids Ramilo-Harrison. Bonjour Nicolas Pagnier. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur compliance de Just Mining. Alors Just Mining, on a déjà reçu Just Mining sur le plateau de Smart Patrimoine. On ne va pas revenir sur l'activité. Vous faites de la sécurisation de blockchain notamment. Vous proposez des rendements d'ailleurs pour cette solution-là et vous proposez également des stablecoins avec rendement. Là, ça va peut-être plus nous intéresser en lien avec la réglementation. Exactement. Puisque deux textes sont en phase d'être finalisés. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a encore des étapes politiques, mais on voit se dessiner un début de forme finale quand même des deux textes, oui, que ce soit pour MiCA ou TFR. TFR, on va y revenir dans un second temps. Tout d'abord, MiCA dit pas mal de choses. MiCA crée notamment une sorte de statut de PSAN européen qui ressemble assez globalement au statut de PSAN français. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les plateformes qui sont déjà aux normes. Mais il y a quand même des choses qui en revanche, peuvent poser un peu plus question. Je vais vous laisser m'expliquer la façon dont vous voyez ce texte, parce que moi, j'ai une lecture de journaliste du texte, vous avez une lecture de professionnel du secteur. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous lisez dans le texte qui implique de grands changements, par exemple, pour une plateforme française ? La première chose, c'est tout d'abord, on a un texte d'harmonisation. Ouais. Donc ça veut dire que ça va être un standard européen, plus c'est un règlement, donc c'est d'application directe, contrairement à une directive qui parfois donne de la latitude à des États. Donc là, c'est très intéressant. Donc le marché commun, il y aura maintenant un marché commun de crypto-actifs d'ici 2-3 ans. D'accord. Donc ça, c'est le premier grand intérêt. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire que toutes les plateformes, qu'elles soient belges, françaises, allemandes, auront d'un coup d'un seul accès à l'intégralité du marché européen, puisqu'elles correspondront aux règles de ce marché. Oui, voilà. Après, il faut se passeporter, mais bon, ça, c'est comme dans la finance traditionnelle. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est pour les investisseurs, enfin clients investisseurs, ils auront une plus grande protection. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent un peu se consacrer au droit commun. Enfin, et là, ils savent maintenant à quel texte se référer. Et nous également. Donc, ça donne une sécurité juridique pour tout le monde, une ouverture pour le marché et un accès à un marché plus large pour tout le monde également. Ça évite certains enregistrements, certains enregistrements qui se passeportent sans pouvoir être se passeporter, etc. D'accord, etc. Donc, oui. Parce que selon les pays, peut-être que les diligences pour obtenir un passeport ou en tout cas ou être agréé, enregistré, pardon, toujours faire très attention aux deux, à la différence entre les deux n'étaient pas les mêmes et donc on pouvait aller se faire enregistrer dans un pays et ensuite proposer ses services d'investissement dans un autre pays en ayant moins d'exigences peut-être au niveau de l'enregistrement. C'est ça, c'est faire la reverse solicitation, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, le MiCA fait un premier focus sur les stablecoins. Bien sûr. Donc, qu'il réglemente d'ailleurs sous deux régimes, l'ART et l'EMT. Pour le coup, on a une grande écoute un peu des co-législateurs. Ça, c'est un intérêt également. Maintenant, on sait avec qui parler et les interlocuteurs, parce que ils ont notamment infléchi leur position sur l'interdiction des intérêts sur les ART. D'accord. Et donc maintenant, le lending est exclu de l'interdiction des intérêts sur les ART. Le lending, c'est proposer un stablecoin avec rendement, c'est ça ? Exactement, c'est le lending sur stablecoin, ça peut être sur d'autres, bien évidemment. Il y en a un lending entre autres sur stablecoin que nous proposons, dont nous avons été les premiers à proposer d'ailleurs. Et donc ça au départ, ça devait être, ça devait être interdit, et finalement ça l'est pas, c'est ça ? Pas sûr et certain que ce soit interdit dans la formulation proposée par la Commission, c'était pas clair. Et justement, on leur a demandé de nous apporter une sécurité juridique, et du coup d'éclaircir ça, parce qu'en notre sens, on pouvait se battre pour que ça ne le soit pas,
du coup devant la justice ou devant le régulateur. Mais là, pour le coup, on n'aura plus besoin de le faire parce que c'est écrit noir sur blanc. Parce que justement, sur le sujet des stablecoins, moi, ce que je lisais dans cette réglementation MiCA, c'est que il y a cette nécessité qui est mise en avant de backer, entre guillemets, tout ce qu'on propose. C'est-à-dire que si vous proposez un stablecoin A, par exemple, il vous faut $1 derrière. Voilà, la règle du 1 pour 1. Donc ça, c'est la base, entre guillemets. Est-ce que ça change quelque chose pour Just Mining ou de manière plus générale pour les stablecoins déjà proposés? De prime abord, non, pour nous, parce que nous ne sommes pas émetteurs. D'accord. C'est pour les émetteurs que cela va changer. Toutefois, comme nous sommes, nous nous sourçons auprès de ces émetteurs pour utiliser les stablecoins, on peut être impacté parce que la question va se poser sur, qu'est-ce qui sera des stablecoins qui ne sont pas compliantes au niveau de MiCA? Est-ce qu'on pourra les utiliser, etc. Donc ça, c'est des questions à poser et c'est des discussions qu'on doit avoir dans le cadre dans les 12 mois, 18 mois à venir auprès des régulateurs. Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est vous qui allez vérifier si les stablecoins sont compatibles ou non? Est-ce qu'il y aura une liste blanche, une liste noire pour savoir avec qui vous pouvez travailler ou non? Donc il y a des questionnements quand même là-dessus sur qui correspond au texte MiCA derrière. Exactement, il y a beaucoup de points pratiques à voir et comme l'AMF me disait même, ils ont une bonne dizaine ou vingtaine de RTS, de règles, de standards d'opérationnalisation, on va dire, du texte à faire. Donc tout ça à discuter avec eux et c'est l'étape qui nous attend aujourd'hui. Alors, je reviens sur le sujet de lending. Comment ça fonctionne très rapidement du lending sur stablecoin pour comprendre effectivement en quoi la réglementation peut avoir un impact quand même sur une plateforme française qui propose ça? Alors, nous, c'est le service, pour être très clair, c'est de la réception-transmission d'ordre parce que donc, le client nous donne l'ordre de placer et de générer du rendement sur ces cryptoactifs et nous les plaçons sur de la DeFi ou de la CeFi et donc des contreparties selon notre sélection. On a des critères de sélection pour cela. Voilà. Pour très simple. Donc, le rendement distribué aux clients est net des frais et des rémunérations qu'on prend sur la performance qui a été générée. Et donc là, en fait, il y avait une crainte qui était de dire si on ne prend pas en compte cette activité sur un stablecoin, elle peut être exclue de la réglementation et donc ça pourrait ou rester flou, voire être complètement, pas forcément interdit, mais juste hors champ et donc de fait... flou, hors champ, donc pas de sécurité juridique pour nous et pour les clients. Et aussi, si c'est flou, ça peut aussi annihiler l'apport de liquidité sur le marché. Parce que c'est surtout ça, en fait, ça apporte de la liquidité sur le marché, du coup du financement. Donc c'est comme si vous dites, on autorise le marché, mais on n'accorde pas son financement. Oui, bien sûr. C'était là l'ambivalence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur MiCA, mais il y a quand même un message qui est assez clair de la part du secteur, c'est il nous faut un texte sur lequel on est tous d'accord, ou en tout cas on sait qui nous sert de base pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et qu'on soit tous au même niveau, entre guillemets. Leur tourne, il y a un autre texte dont j'aimerais beaucoup parler, c'est TFR. Alors là, c'est la réglementation Transfer Fund Regulation, où là, pour le coup, l'idée, c'est de lutter contre toutes les activités illégales un peu qu'on peut trouver en matière de transfert de fonds ou autre. Ça a été une attaque sur les crypto-monnaies pendant très longtemps, ça l'est encore aujourd'hui. Donc il y a cette réglementation TFR qui arrive. Est-ce que là, ça va changer beaucoup de choses pour les plateformes? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et notamment, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que ce soit les plateformes enregistrées PSAN européennes qui prennent en charge la vérification des différents émetteurs et des bénéficiaires en tout cas l'identité. Voilà. C'est ça l'idée. Et c'est ce que, en fait, d'abord pour être simple, le TFR c'est un texte qui existe déjà, mais qui est réformé pour intégrer les cryptos. Donc c'est un peu dans l'aspect lutte anti-blanchiment d'argent cette fois-ci, surtout la traçabilité des transactions. Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait justement aux interlocuteurs, c'est que oui, c'est la traçabilité, le cœur du business, donc, le cœur de ce texte, mais la crypto, et par définition, c'est dans son essence, la traçabilité est dans son cœur. Donc, à notre sens, ce qu'on leur dit, que vous vous concentrez sur un raisonnement fiat et identifier l'un des parts et d'autres de la transaction. Toutefois, ce qui m'intéresse moi, c'est connaître mon client, identification, vérification et tout ce qui va avec. Mais le wallet que le client me donne, la technologie ne fait pas de différence entre hosted ou unhosted wallet. Ce nouveau concept introduit tardivement d'ailleurs dans TFR qui est une illogique intellectuelle et technique. Alors, hosted wallet et unhosted wallet, la différence c'est quoi? C'est hosted, c'est parce qu'il y a une plateforme qui le propose, et unhosted, c'est je le détiens en propre et je ne le fais pas passer par, je ne passe pas par une plateforme. Ledger, votre MetaMask notamment. Oui, voilà, d'accord, oui c'est ça, c'est que je me suis créé moi-même ou que j'ai acheté moi-même, mais je ne passe pas par une plateforme qui gère mes cryptos. Et là,
il n'y a pas de KYC, bien évidemment, parce que vous faut le créer en ligne. Voilà. Toutefois, c'est pas un risque supplémentaire parce que votre wallet est traçable. Contrairement à un portefeuille de fiat, vous rentrez l'argent en banque, c'est fini. Alors que là, vous faites une transaction, on trace tout, donc ad vitam aeternam. Donc en fait, le sujet, c'est qu'on trace tout, mais on n'a pas forcément l'identité. C'est-à-dire qu'on a le pseudonyme, on n'a pas l'identité de la personne. Mais on n'en a pas besoin, nous, à notre niveau. C'est ce que j'ai expliqué. En tant que prestataire de services sur l'actif numérique, je connais mon client, je connais le risque associé au wallet que le client me fournit. Et ça suffit largement. Et alors comment on connaît le risque si on ne connaît pas l'identité ? On a un outil d'analyse transactionnelle qui nous est imposé par le régulateur, qu'on utilise, et qui permet d'associer le risque sur les transactions. Donc lui, il donne une sorte de tableau de bord qui nous donne les indications, les red flags éventuellement. Et sachant par exemple, si ça a transité vers certains pays, voilà, ou s'il y a des montants réguliers qui proviennent de certaines... Ou certains wallets qui sont red flaggés. S'il a fait des transactions sur certains wallets qui sont red flaggés, ou sur des sites qui ont été identifiés et red flaggés, ça permet aux investigateurs, donc de l'État, de faire le travail largement, suffisamment. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière et c'est tout ce qu'on disait. Donc aujourd'hui, mais on peut retrouver l'identité la justice peut derrière retrouver l'identité d'une personne à partir d'un wallet, même si vous n'avez pas cette identité-là. Oui. Parce que nous on l'a pas, mais peut-être qu'un autre acteur là. Donc ils ont le droit de communication, de faire des investigations. Ils ont tout l'arsenal juridique pour le faire. Donc c'est plutôt pas notre rôle. Après il y a juste un sujet aussi, c'est dire que maintenant ils ont infléchi la première position. Maintenant, ça va être l'approche par les risques. Avant, c'est l'approche systématique, ce qui est une aberration juridique aussi, d'accord ? Bien sûr. Voilà. Donc maintenant, c'est une approche par les risques. Alors, le texte, l'accord politique dit ça, mais maintenant, on attend ce que le texte va dire précisément sur ce qui doit être fait. D'accord, je comprends. Donc vous, si je résume, votre propos, c'est de dire, globalement, on est capable d'identifier si un wallet est risqué ou non, s'il y a des risques de blanchiment d'argent ou autre, mais notre métier, c'est pas d'aller regarder l'identité de la personne et de faire du contrôle d'identité derrière. On exclut le wallet sans savoir quelle est l'activité ou autre, simplement on sait mettre un red flag sur un wallet. On sait mettre un red flag sur le wallet, on sait l'associer à notre client, à nous qui nous le donne, mais quelqu'un qui est extérieur à Just Mining, qui n'est pas client de Just Mining, on n'a pas du tout les compétences pour s'assurer que cette identité elle est vraie ou fausse. D'accord, ok, je comprends. C'est malheureusement la fin de cette interview, on pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a que 10 minutes pour le faire. Merci beaucoup, Rids Ramilo Harrison.